Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. 7h46, le petit déjeuner politique ce matin, c'est Aurélien Pradier, député LR du Lot et candidat au régional en Occitanie. Bonjour Aurélien Pradier. Bonjour. Conseil de défense ce matin, un an après le premier confinement. Il pourrait y avoir de nouvelles restrictions. Emmanuel Macron et le gouvernement sont hésitants. Qu'est-ce que vous attendez, vous ? J'attends d'abord de la clarté. Vous savez, je m'interroge beaucoup depuis le début de cette crise sanitaire. Visiblement, des décisions importantes s'apprêtent à être prises, de privation de liberté majeure. Les confinements, ce ne sont pas des opérations anodines. Et nous allons découvrir la décision sûrement de manière inattendue dans quelques heures. Pas inattendue, on en parle déjà depuis un petit bout de temps. Enfin, on en parle dans le secret des cabinets ministériels, on en parle dans le secret du bureau du président de la République. Excusez-moi de reposer une question simple. Tous ces débats-là sont des débats qui vont engager l'avenir du pays et la vie de nos concitoyens. Je suis stupéfait depuis le début de la crise que tout cela se passe dans un conseil de défense secret, duquel rien ne filtre, alors qu'il y a un conseil des ministres qui est dans l'organisation naturelle de notre démocratie, qu'il y a un parlement avec les représentants du peuple, que nous sommes députés qui ne sont pas consultés sur des décisions aussi importantes. J'attire juste votre attention sur le fait qu'on est en train de s'habituer à un mode extrêmement dégradé de notre démocratie et que tout cela m'inquiète. Oui, il y aura un débat sans vote au Parlement la semaine prochaine, le 24. Vous voudriez qu'il y en ait davantage, plus régulièrement ? Enfin, vous êtes informé ou pas Bien de sûr ce que qui non. se passe Nous apprenons, nous les parlementaires, les décisions sur les chaînes d'infos en continu, après les conférences de presse du président de la République ou du Premier ministre. Ouais. Qui peut trouver cela normal ? Et nous allons avoir, comme vous le disiez, un débat après que la décision ait été prise, sans vote à l'Assemblée nationale. Enfin, pardon de vous dire qu'on prend notre démocratie pour un niveau enfantin et ce mode dégradé dans lequel nous sommes en train d'installer notre démocratie est inquiétant pour l'avenir. C'est évidemment aux représentants du peuple de contribuer à la prise de décision et pas seulement au chef de l'État de le faire dans le secret d'un conseil de défense qui n'existe pas dans nos institutions. Est-ce que ce n'est pas aussi une adaptation permanente à l'ensemble des incertitudes, des coûts qui surviennent, comme par exemple la stratégie vaccinale qui est difficile à mettre en place parce qu'on dépend beaucoup de l'Europe, des doses, des laboratoires ? Vous posez deux questions importantes. Ouais. La première, est-ce que l'urgence des décisions doit empêcher la démocratie de fonctionner ? La réponse est non. Et je redis que nous ne devons pas nous habituer, sous prétexte de l'urgence des décisions, à ne plus avoir un fonctionnement normal de notre démocratie. La deuxième chose qu'il faut dire aussi, c'est que nous sommes devenus totalement dépendants des autres. Nous le voyons sur les vaccins. Notre pays est un pays qui aujourd'hui est incapable lui-même de maîtriser sa stratégie vaccinale parce que nous n'avons pas acheté un seul brevet de fabrication des vaccins, parce que nous avons été infoutus, pardon de le dire, depuis plusieurs mois de construire nous-mêmes nos propres usines de fabrication de vaccins, alors que nous appelions, nous les députés les Républicains, de nos voeux le ministre Véran en lui disant « mettez-vous au travail pour que nous soyons souverains sur la maîtrise du dispositif vaccinal ». Nous voyons que la suspension d'un des vaccins a été faite après que l'Allemagne ait pris cette décision. Bref, notre pays est devenu un pays à la remorque de l'Allemagne, de l'ensemble des autres pays d'Europe et du monde. Et pour quelqu'un comme moi qui est très attaché à la souveraineté de notre nation, ça m'inquiète évidemment au plus haut point. Oui. Est-ce que là, vous êtes plutôt favorable aussi à des mesures territorialisées par région ? Oui, par ville. Je le dis depuis le départ, donc je ne vais pas changer d'avis pour le seul plaisir de polémiquer. Il faut faire du territorial, tout cela aura ses limites. Parce que vous savez, si on en vient à confiner la moitié des territoires du pays, viendra un moment où il faudra passer à l'autre étape qui sera le confinement généralisé. Et donc, moi, ce qui me préoccupe sur la manière dont on est en train de procéder, c'est qu'on voit bien que peu à peu, on est en train de mettre sous cloche des territoires, et lorsqu'on aura mis sous cloche la moitié du pays, en réalité, c'est tout le pays qu'on aura mis sous cloche. Oui. Alors, on a vu qu'Emmanuel Macron tentait quand même le pari d'éviter ce confinement parce que pour l'ensemble des activités économiques et puis même la santé psychologique de la population, quoi. En Île-de-France, si on repasse sous cloche, quelles seront les conséquences selon vous ? Depuis le premier confinement, je dis et je redis toute mon hostilité à des reconfinements généralisés dans notre pays. Parce que les conséquences sont dramatiques. Le mal, le remède peut être pire que le mal. Il faut mesurer les conséquences économiques, les conséquences sociales, les conséquences psychologiques d'explosion, aujourd'hui des situations de détresse psychologique de beaucoup de nos concitoyens. Moi, j'ai la chance de vivre dans un territoire rural, mais j'imagine ce que ça représente pour beaucoup de nos concitoyens qui vivent dans des grandes villes, et notamment à Paris. C'est
insupportable et invivable. Et donc cette méthode du confinement est une méthode moyenâgeuse, il faut dire les choses comme elles sont. On ne peut pas s'y habituer, ça doit être le dernier outil possible. Depuis le début, je dis qu'il faut repousser le plus possible les opérations de reconfinement. Et donc je ne dirais pas que c'est une mauvaise nouvelle de les repousser. Je dis juste qu'il faut se donner les moyens d'éviter le reconfinement. Et l'échec que nous avons eu sur les masques, sur les tests et aujourd'hui sur les vaccins nous pousse à aller vers des méthodes moyenâgeuses comme le reconfinement, ce qui, je le redis, est à nouveau dramatique pour le pays. Alors, venons-en, vous avez utilisé deux fois le mot repoussé, et les régionales auront lieu en juin. Est-ce que vous craignez qu'elles soient repoussées ? Vous êtes candidat, on va en parler dans un instant, ou pas ? J'ai un doute et une inquiétude pour deux raisons. La première, c'est que je ne fais pas confiance au ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, pour se préoccuper d'abord de l'intérêt général avant de se préoccuper des petits intérêts électoraux de La République En Marche. La deuxième raison de mon inquiétude, c'est que je vois bien que progressivement, on est en train d'installer une situation à nouveau de peur et de dangerosité sanitaire dans notre pays, qu'elle est manifestement là, et qu'il n'est pas exclu que, comme pour les municipales, le gouvernement nous dise au fond que le rendez-vous démocratique des départementales et des régionales est secondaire par rapport à l'urgence sanitaire. Et j'attire l'attention des Français en leur disant que l'élection, c'est pas l'affaire des élus, l'élection, c'est l'affaire des citoyens. Oui. Et je ne conçois pas qu'on puisse reporter une échéance démocratique. Auquel cas, on pourrait faire la même chose pour les prochaines présidentielles, après tout, en se disant qu'il y a une urgence sanitaire et que la démocratie attendra. La démocratie, ça n'attend pas. Aurélien Pradier, donc vous êtes candidat au régional en Occitanie. Alors face à une présidente, Carole Delga, socialiste, qui est bien installée, un candidat RN, ancien UMP d'ailleurs, Jean-Paul Garot, qui est assez haut aussi dans les enquêtes d'opinion. Comment vous pouvez incarner cette droite et réussir à vous imposer ? D'abord en faisant preuve de courage. J'ai 35 ans, cette bataille est difficile, cette région c'est la mienne, j'y ai grandi, j'y ai mes racines, toute mon histoire est là, et je souhaite aujourd'hui faire preuve de courage dans une bataille qui certes est difficile mais n'est pas impossible. Voilà près d'un quart de siècle que c'est la même gauche socialiste qui tient un monopole clientéliste la plupart du temps dans cette région. Je pense que c'est le moment, après un quart de siècle de monopole d'une même famille politique, de faire respirer cette région. C'est le projet politique que je porterai. Et puis moi je vais porter une candidature d'enracinement. Vous l'avez dit, il y a un candidat du Rassemblement national. Carole Delga est enracinée également. Oui, c'est vrai pour Carole localement. Ouais. C'est vrai pour Carole Delga, et je serai son concurrent parce que je pense qu'après un quart de siècle d'un monopole socialiste, il est temps d'avoir une nouvelle gestion moins clientéliste qu'elle l'est aujourd'hui. Mais je serai enraciné à la comparaison d'autres candidats. Vous parliez du candidat du Rassemblement national qui est parachuté, qui a été élu en Gironde, dans une autre région pendant des années, qui vient faire un coup politique dans cette région d'Occitanie. Moi, je ne viens pas faire un coup politique. Je viens dire aux habitants de cette région qu'il y a une autre option que celle de la gauche socialiste qui, depuis des années, n'a pas fait que du bien dans cette région. Bon, clientéliste, elle vous répondra, j'imagine, Carole Delga, parce que là, vous l'attaquez directement. Est-ce que vous êtes prêt à passer une alliance, par exemple, avec La République En Marche pour vous imposer ? Non, ma candidature est une candidature de clarté. C'est sûr, ça ? C'est sûr et certain, vous me connaissez assez pour savoir que lorsque je dis quelque chose, je le tiens. Je suis candidat au premier tour. En politique, ça change souvent. Hein. Est-ce que vous m'avez souvent vu changer ? Je ne crois pas. Écoutez, on verra. Non, je ne crois pas, et je peux vous dire que ma candidature du premier tour sera la même au second tour. Je veux porter une droite populaire et courageuse qui n'a rien à voir ni avec l'extrême droite, ni avec la gauche ou la droite modérée macroniste. Oui, la droite justement, et Nicolas Sarkozy. Après l'affaire Bismuth, le procès Big Malion, Nicolas Sarkozy qui apparaissait encore comme un recours pour certains LR. Cette fois, la page est définitivement tournée. Il faut la tourner en tout cas. Il a dit lui-même qu'il ne serait pas candidat à la prochaine élection présidentielle. Et donc je pense que c'est pas inutile de lui faire dire autre chose que l'engagement qu'il a pris. Nicolas Sarkozy a été un grand président de la République pour notre pays. Il compte toujours beaucoup dans notre famille politique. Je lui adresse d'ailleurs mon soutien sincère et amical. Il ne sera pas candidat à la prochaine élection présidentielle. Alors il faut faire émerger quelqu'un, quoi. Il faut faire émerger quelqu'un. Qui aujourd'hui ? Ne vous inquiétez pas, nous aurons largement le temps de désigner notre candidat. Croyez vraiment ou candidate ou candidate. Vous croyez vraiment qu'au milieu de cette crise sanitaire, c'est le moment d'aller nous chamailler pour désigner notre candidat ? Le moment viendra, nous désignerons notre candidat et la droite sera au rendez-vous de la prochaine élection présidentielle. Peut-être pas trop tard pour vous quand même, parce que l'élection sinon passera. Mais l'élection ne passera pas sans nous. Nous sommes à plus d'1 an et croyez-moi, non seulement nous ne sommes pas en retard, mais ce n'est sûrement pas le moment de bassiner les Français avec cette question. Le moment viendra de leur parler de l'élection présidentielle. Oui, dernière question avec Cécile de Ménibus, Aurélien Pradier. Aujourd'hui, ça fait 1 an. Ça fera 1 an à 12h exactement que les Français ont été confinés. À titre personnel, comment vous avez vécu cette situation ?
Je ne l'ai pas trop mal vécu, je crois, parce que je vis dans le Lot, qui est un territoire rural, où on a de l'espace, où on peut encore avoir un peu de liberté. Mais je mesure à quel point, pour notre pays, pour notre fonctionnement démocratique, pour notre vie économique, pour notre vie sociale, tout ça a des impacts terribles. Je vais vous dire, je m'inquiète beaucoup de l'état dans lequel nous serons en sortant de tout cela, y compris dans nos relations humaines. Moi, je le vois au quotidien. Je crains que nous soyons en train de nous déshumaniser progressivement, et ça, c'est pas un détail. Il y a des choses qui ont changé chez vous ? Je ne crois pas que chez moi, elles aient beaucoup changé. Peut-être que la distance que nous avons les uns envers les autres, elle m'impacte moi aussi. Moi, j'ai beaucoup de problèmes. Je suis un gars du Sud, et donc j'ai beaucoup de problèmes à toujours garder mes distances humaines avec les uns et les autres. La distanciation sociale, pour moi, c'est un mot épouvantable. C'est une expression épouvantable. Et je le redis, je crois que nous sortirons de tout cela avec une manière assez dégradée de vivre et de faire fonctionner, y compris nos institutions démocratiques. C'est ce qui m'inquiète. Est-ce que nous auront toujours le même goût pour la liberté après ces épisodes ? Je n'en suis pas certain, et ça me soucie beaucoup. Merci Aurélien Pradier, député LR du Lot et candidat donc au régional en Occitanie.